Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 28 juillet 2021 dont voici les principaux titres. Le procureur général de la République admet que des enlèvements s'observent sur le territoire burundais ces derniers jours. Il explique toutefois que leurs auteurs se font passer pour des agents de sécurité. La Covid-19 présente sur tout le territoire burundais. Le Fonds monétaire international promet 78 millions de dollars américains dans le cadre de lutte contre l'impact de la pandémie. Et 2 habitants de Gitega arrêtés en possession des cassitérites. L'exploitation minière par les hautes autorités se poursuit pourtant dans cette province malgré son interdiction. Il est libre depuis hier, mais ses vaches restent confisquées par l'administrateur de Buganda. L'habitant de Gihanga venait de passer 3 semaines pour avoir réclamé son bétail. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Parlons de la maladie à coronavirus. Pour commencer, elle s'est répandue à travers toutes les provinces du Burundi. Pour la seule journée d'hier, le rapport du ministère de la Santé montre que la moitié du pays est touchée. Le même rapport reconnaît qu'un des cas détectés hier est décédé. Le point avec Dani Claire, Iratroumva. Au total, 131 cas ont été confirmés positifs à la Covid-19 ce mardi 27 juillet. Selon le rapport de situation sur la réponse à la pandémie de coronavirus, ces cas sont repartis en 12 districts sanitaires établis dans 9 des provinces du Burundi. À elle seule, la province Ngodi a enregistré 54 cas. Le district sanitaire de Kiremba de la dite province en a enregistré 53 et le district d'Ngodi un seul cas. Le district sanitaire de Kirundo, toujours selon ce rapport, a confirmé 25 cas positifs. Les 3 districts sanitaires de la mairie de Bujumbura ont connu 33 cas positifs, tandis que seul de Bujumbura rural, un cas enregistré à Gwibaga. Les provinces Kayanza et Chibitoki ont connu 3 cas chacune au moment où la province Muramvya a connu 2 cas positifs à la Covid-19. Au sud du pays, les provinces de Makamba et Bururi ont enregistré 3 cas testés positifs chacune. Selon les rapports officiels du ministère de la Santé, 9 personnes sont mortes au Burundi depuis l'introduction de ce virus dans le pays. Le rapport de ce 27 juillet reconnaît une personne morte ce mardi des suites de ce virus. Il s'agit, selon toujours ce rapport, d'un homme de 68 ans dépisté dans le district de la province de Kirundo. Cette personne a succombé suite à des complications respiratoires, comme le précise le même rapport. Toutefois, selon des informations concordantes à la disposition de la RPA, le nombre de décès suite à ce virus serait supérieur à celui fourni par le ministère de la Santé. Depuis vendredi de la semaine dernière jusqu'hier, la RPA a déjà reçu des informations sur 4 cas de décès supplémentaires. Il s'agit d'un homme mort vendredi de la semaine écoulée en province de Chibitoki. Toujours ce vendredi, il a été signalé le décès d'un pasteur résident à Marangara des suites de ce virus dans le district sanitaire de Kiremba et dans la province Ngodi. À Kirundo, une femme travaillant dans une banque est morte ce lundi des suites de la maladie à coronavirus. Selon la déclaration de sa famille, le dernier cas de décès suite au coronavirus connu par la rédaction de la RPA est celui d'un homme mort ce mardi dans la province de Gitega. Depuis le 21 juillet 2021, le Burundi enregistre des pics de cas de Covid-19 avec un chiffre record de 164 nouveaux cas. Le
23 juillet 2021, indique toujours le rapport de situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus. La moyenne journalière des cas rapportés depuis le début de ces flambées est de plus de 110 cas, alors que la moyenne journalière était jusqu'à cette date de 30 cas. Selon toujours le même rapport, les variants mis en évidence sont le variant alpha, bêta ainsi que le variant delta qui est actuellement responsable de la flambée épidémique dans plusieurs pays du monde. Même s'il y a une propagation à grande échelle dans le pays, il s'observe un relâchement dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Les voyageurs en provenance de l'étranger sont accueillis librement par leurs familles sans se soucier de ces gestes barrières, un comportement qui inquiète la population. Les détails avec Francine Mahoro. La prévention contre la pandémie à Covid-19 semble non plus être une préoccupation à l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura. Cela se manifeste à travers le comportement du personnel et prestat à cet aéroport, les voyageurs ainsi que ceux qui se rendent pour accueillir les lélés en provenance de l'étranger. Au moment où le lavage des mains, le port de masque et le respect de la distanciation sociale font partie des gestes barrières les plus recommandés dans la prévention contre la Covid-19. Aucune de ces mesures n'est applicable à l'aéroport Melchior Ndadaye. Une fois arrivé à cet aéroport, on peut constater que le lavage des mains n'est pas une préoccupation majeure. Le port de masque se fait à volonté, que ce soit par les voyageurs en provenance de l'étranger, mais aussi par les familles qui viennent les accueillir. De plus, les gens ne respectent pas la distanciation sociale et certains s'embrassent même sans aucun souci, comme s'ils ignoraient la présence de la pandémie à Covid-19. À côté de cela, ces nouveaux arrivés se dirigent directement vers leurs familles sans même attendre les résultats des tests de Covid-19, étant donné que la mesure de mise en quarantaine pour les voyageurs en provenance de l'étranger a été supprimée au Burundi. Les sources de la RPA à l'aéroport Melchior Ndadaye révèlent que parfois les résultats de ces tests traînent, ce qui fait que certains de ces voyageurs ne les reçoivent pas et continuent ainsi le séjour au pays sans être au courant de leur état de santé. Plus d'un s'inquiète alors de cette négligence des autorités qui devraient prendre les devants dans la sensibilisation de la population. Pourtant, les mesures barrières protègent contre la contamination de la Covid-19 jusqu'à 60% selon un expert dans la prévention des maladies épidémiologiques comme Konakuze fait savoir qu'il est incompréhensible que le gouvernement du Burundi continue à négliger de sensibiliser suffisamment la population. Les mesures de lutte préventives, comme le port du masque, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le dépistage actif, c'est-à-dire la recherche des stratégies de recherche des patients, de ceux qui sont contaminés, des porteurs sains, par des enquêtes, des évaluations réguliers à travers le pays doivent constituer ce qu'on appelle le dépistage actif. Cela peut réduire la transmission et la propagation de la pandémie de la Covid-19 à plus de 60%. Donc au Burundi, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'application de ces mesures de prévention et d'autres directives de riposte telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas suivies ou seraient déviées et remplacées par d'autres stratégies politico-économiques, voire l'implication divine, comme on l'a vu dès l'apparition de cette pandémie. Et techniquement et épidémiologiquement, nous observons des mesures parlées, mais pas appliquées, et même au plus haut sommet de l'État. Préparer, par exemple, le personnel, avoir des places pour conserver, distribuer les vaccins, par exemple, et aussi protéger des lieux publics, et engager des autorités administratives, des responsables de sécurité pour renforcer les mesures, et tout cela ne se voit pas au Burundi.
Cet expert conseille au gouvernement du Burundi de dépasser les intérêts politiques et de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre cette pandémie. À défaut de cela, poursuit l'expert, le Burundi pourrait se retrouver isolé du reste du monde, encore une fois, comme qu'on accuse. Une vie n'a pas de prix. Il faut aussi que le pays s'aligne dans le programme COVAX de vaccination, surtout que le pays dit qu'il observe. Il observe, mais sans toutefois avoir des observateurs. Et puis, sans toutefois proposer une solution de rechange. Et il n'y a pas des experts qu'on connaît bien, qui sont en train de faire les études, et que le Burundi, on attend demain ou après-demain qu'il y aura d'autres propositions issues qui vont remplacer cette vaccination. Il faut aussi faire cette mesure de prévention comme une mesure très stricte que l'autorité publique doit renforcer par des mesures de suivi. Et puis, en plus, cela éviterait beaucoup plus des cas de décès, de contamination d'une manière significative. Donc, il y a beaucoup plus de conséquences plutôt que des avantages. Si le Burundi ou les Burundais ne suivent pas les mesures de lutte telles que proposées par l'Organisation mondiale de la santé, et surtout s'ils continuent à se réserver sur la politique de vaccination pour prévenir les cas de contamination, les cas graves ou les cas de décès. Le Burundi peut rester le foyer infectieux et le virus peut rester sans riposte par les Burundais et cela peut isoler le pays, surtout sur ce qui traverse les frontières, mais aussi des mesures économiques, des échanges économiques, politiques peuvent rentrer en jeu parce que le Burundi n'aurait pas participé ou montré la solidarité de lutte contre la Covid à travers le monde. Afin de lutter contre les impacts de cette pandémie, le Fonds monétaire international vient de conclure un accord avec la République du Burundi pour un crédit financier d'environ 78 millions de dollars américains. Dans un communiqué de presse de ce matin, le département de la communication du FMI indique néanmoins que ce prêt n'empêchera le Burundi de continuer à faire face aux défis de financement de ses dépenses essentielles. Eloge Kwizera. Les problèmes à subventionner ces principales consommations, y compris les dépenses liées à la protection sociale et la lutte contre la Covid-19, tels sont les principaux défis que connaît le Burundi. Ces défis majeurs ont été relevés par Madame Astou Diouf au terme d'une émission virtuelle effectuée du 23 juin au 26 juillet 2021 pour mener des entretiens relatifs à une demande d'assistance financière du Fonds monétaire international. Astou Diouf, chef de la mission du FMI pour le Burundi, a également précisé que le pays reste dans la nécessité à maintenir la viabilité de la dette et la stabilité extérieure. La mission du FMI pour le Burundi explique que l'inflation s'est accrue en 2020 et a atteint 7,5% contre moins 0,7% en 2019 sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires. Cette mission indique également que les dépenses ont été supérieures à celles prévues dans le budget en raison des charges liées à la Covid-19 et des changements organisationnels dans les ministères à la suite des élections. Le déficit a dépassé l'objectif budgétaire et a été principalement financé par endettement domestique. De surcroît, les réserves de change restent toujours très faibles et les exportations ont diminué, en partie à cause de la fermeture de certaines frontières et l'aéroport international de Bujumbura, ainsi que les mesures de confinement instaurées chez les pays partenaires commerciaux pour réduire la propagation de la Covid-19. La mission du FMI constate aussi que le PIB réel s'est donc contracté d'environ 1% en 2021 et le secteur tertiaire, notamment l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le transport, a été repris durement touché. En guise de solution, Madame Astou Diouf estime alors que la facilité de crédit rapide demandée par le Burundi soutiendra les efforts du gouvernement pour lutter contre les impacts de la pandémie de Covid-19.
Cependant, la mission du FMI pour le Burundi trouve qu'il est important de continuer à surveiller le rythme de restructuration de près et que le gouvernement du Burundi devrait mettre en place une politique budgétaire prudente et porteuse de croissance. Cette équipe recommande également la réduction de la pauvreté et de la viabilité de la dette, le rééquilibrage des politiques extérieures pour rétablir la viabilité extérieure, la mise à des niveaux satisfaisants de la couverture des réserves de change ainsi qu'un renforcement plus poussé de la transparence et de la gouvernance. Madame Astudiouf a déclaré que l'accord conclu avec le gouvernement burundais pourrait aboutir à un décaissement de 53,9 millions de dettes, soit environ 78 millions de dollars américains, visant à soutenir les politiques économiques et structurelles. En définitive, la mission conclut que les avis exprimés dans les déclarations ne correspondaient pas pour autant à ceux du conseil d'administration du FMI auquel sera présenté un rapport pour examen et décision en septembre 2021 et en fait soumis à l'approbation de la direction du FMI. Clôturons ce dossier Covid-19 en nous rendant dans le pays voisin, la Tanzanie. La présidente Samia Suluhu Hassan s'est fait vacciner contre la maladie à coronavirus ce matin. Le lancement officiel de vaccination a également vu la participation du Premier ministre tanzanien et d'autres autorités de ce pays. Samia Suluhu Hassan en a profité pour démentir les allégations faisant état des effets néfastes de ce vaccin sur la santé. Dans un instant, nous parlons justice. Une jeune fille du nom de Nadine Kanyange, qui était introuvable depuis 10 jours, est réapparue ce mardi au tribunal de grande instance de Nahangwa, où elle comparaissait pour collaboration avec des bandes armées, des accusations que la prévenue a refutées. Nadine Kanyange a été arrêtée à son domicile sur la colline Gahama le 16 juillet dernier par Merowe Nzonimana, responsable du service des renseignements à Makamba. Selon des sources qui l'ont vu, Nadine Kanyange était très affaiblie et aurait été torturée. À propos des kidnappings, le procureur général de la République admet qu'il s'opère ces derniers jours dans le pays. Selon Sylvestre Nyandwi, les auteurs de ces enlèvements se font passer pour des agents de sécurité. Dans un point de presse animé cet après-midi, le procureur général de la République indique également qu'il y a des personnes qu'on déclare kidnappées alors qu'elles ont rejoint des groupes rebelles. Il s'observe depuis un certain temps une situation sécuritaire troublée dans quelques coins du pays par des personnes qui commettent des actes de violence. Certains attentent à la vie des administratifs ou ils y lancent des grenades dans des lieux publics. D'autres tendent des embuscades sur les routes où ils brûlent des véhicules et tuent sans distinction ceux qui se trouvent à bord. Dans chaque cas, le modus operandi de ces criminels est le même. Au regard du droit pénal national et international, tous ces faits constituent des actes de terrorisme. Le ministère public voudrait porter à la connaissance de l'opinion que relativement à ces actes criminels, des dossiers ont été ouverts contre les présumés auteurs et que certains parmi ces dossiers sont déjà fixés devant les tribunaux, tandis que d'autres, les enquêtes sont en cours d'instruction et des auteurs sont encore recherchés. Les enquêtes ont révélé que certains cas d'assassinat sont des règlements de compte. Il y a un autre phénomène criminel dont il est fait état sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir celui de personnes kidnappées par des criminels qui se déguisent en forces de sécurité. Cependant, certaines de ces allégations de personnes disparues sont mensongères. Le cas illustratif est celui d'une personne répondant au nom de Toi Pascal de Rutana, dont on avait annoncé l'enlèvement, mais que l'on a retrouvé dans un cachot de Makamba où il est en garde à vue, poursuivi pour des actes criminels qu'il aurait commis. De même, des personnes partent pour se faire enrôler dans des groupes armés
sans en informer leur famille, et celles-ci croient à tort qu'elles ont été enlevées. Je voudrais informer l'opinion que des dossiers ont été ouverts par le ministère public pour les cas qui ont été portés à sa connaissance. Certains auteurs de ces crimes n'ont pas encore été identifiés et les enquêtes sont toujours en cours. J'encourage donc les parentés des victimes à porter plainte en cas de kidnapping dans des leurs au lieu de se confier aux réseaux sociaux. Je vous le disais dans les titres, après plus de 3 semaines d'incarcération, le citoyen Emmanuel Nzisabira, originaire de la commune Gihanga, province Bubanza, a été relâché depuis hier. Emmanuel Nzisabira avait été arrêté sur ordre de l'administrateur communal de Buganda en commune Chibitoke parce qu'il avait osé réclamer ses vaches retrouvées dans les tables de cet administratif 2 semaines après leur disparition. Selon des sources concordantes, l'ordre de libération d'Emmanuel Nzisabira a été donné par le procureur de la République en province Chibitoke. Toutefois, le sort des 2 vaches qui sont à l'origine de l'arrestation et l'incarcération d'Emmanuel Nzisabira est toujours inconnu. Elles avaient été délocalisées de l'étable de l'administrateur Pamphile Hakizimana le jour même de l'arrestation d'Emmanuel Nzisabira. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Jean-Marie Bigirindavi, procureur de la République en province Chibitoke, pour plus d'informations, mais il est resté injoignable. Au sud du pays, après les grognes des habitants de la zone Gatabo en commune Kayogoro, nous sommes dans la province Makamba. Ces habitants qui dénonçaient le manque d'éthique et de déontologie des responsables du centre de santé de Gatabo, le médecin chef de district de Makamba, Dr Evariste Ndikurio, est venu inspecter ce centre de santé avant-hier. Cette autorité a ainsi exigé la présence d'une femme qui avait été renvoyée de ce centre de santé par le titulaire adjoint Étienne Ndaïchimie quand elle avait amené ses 2 enfants pour des soins. Ce responsable adjoint du centre de santé Gatabo avait gardé une dent contre cette femme car il avait dépensé de l'argent pour la faire soigner lorsqu'il l'avait heurtée avec son véhicule. C'était au mois de mai dernier. Au cours de son inspection, le médecin chef de district a ainsi exigé que les 2 enfants soient immédiatement soignés sans aucune condition. À titre de rappel, même le titulaire du dit centre de santé est accusé par la population de ne pas appeler une ambulance pour le transfert des patients se trouvant dans un mauvais état, préférant ainsi utiliser sa propre voiture pour se faire de l'argent. Les habitants de Gatabo indiquent également que Dr Evariste Ndikurio a annoncé aux 2 responsables de ce centre de santé de Gatabo qu'il allait transmettre le rapport sur toutes ces fautes professionnelles à ses supérieurs. Les habitants de Gatabo demandent que ces 2 responsables soient punis de façon exemplaire. Parlons de la MISOM à présent. Le chef d'état-major général de l'armée burundaise fait la lumière par rapport aux militaires proposables pour une mission de maintien de la paix pour les 62e, 63e et 64e bataillons AMISOM. Le lieutenant général Prime Nyongabo réagit après que certains militaires aient dénoncé le clientélisme et la corruption qui s'observent dans la confection des listes des militaires à déployer dans cette mission de maintien de la paix en Somalie. Le point avec Onésime Dushimagize. Dans une lettre de ce 27 juillet 2021 adressée au commandant des forces terrestres, aériennes, maritimes et aux chefs de différents services, le chef d'état-major général de l'armée Prime Nyongabo leur a indiqué qu'ils ont constaté qu'il y a des militaires proposés par des commandants d'unité pour une mission de maintien de la paix alors qu'ils y ont participé très récemment. Le lieutenant général Prime Nyongabo doit préciser dans cette lettre que les militaires favoris pour 62, 63 et 64e bataillons AMISOM sont principalement ceux qui ont participé à une mission de maintien de la paix avant le 32e et le 40e bataillon AMISOM. Quant aux spécialistes des armes dans différents services de l'armée nationale, l'ordre de participer dans de telles missions doit être rigoureusement respecté. Pour d'autres spécialités, des formations en interne doivent être envisagées pour éviter toute forme de spéculation, a-t-il souligné. Aux militaires qui approchent l'âge de la retraite,
Prime Nyongabo précise que les militaires favoris seront ceux qui ont participé au plus de 2 fois à une mission de maintien de la paix avant l'année 2018 et qui n'ont pas encore eu de punition marquante depuis 2018 à nos jours. Dans le but de renforcer la discipline, le chef d'état-major général de l'armée indique que tous les militaires ayant subi une punition marquante l'année en cours doivent être retardés de participer dans une mission de maintien de la paix. Lieutenant général Prime Nyongabo réagit après que certains militaires aient dénoncé le clientélisme et la corruption qui s'observent dans la confection des listes des militaires à déployer dans cette mission de maintien de la paix. Malgré son intervention, ces militaires sont toujours pessimistes quant à la mise en application de ces recommandations. Ce phénomène de corruption ne date pas d'aujourd'hui dans l'armée burundaise, mais il s'est accentué du jour au lendemain. Attendons pour voir les listes qui vont être bientôt affichées. On saura si ces recommandations ont été considérées ou pas, car le phénomène de corruption est un fléau qui ronge la société burundaise, y compris le corps de défense nationale. Lorsqu'on échange avec certains militaires qui sont en mission de maintien de la paix, certains d'entre eux affirment qu'ils ont donné pas moins d'1 million de francs burundais pour être mis sur la liste des participants. Tout de suite, nous parlons société. 2 personnes sont dans les mains de la police depuis l'après-midi de ce mardi. Elles ont été appréhendées alors qu'elles portaient dans leurs vêtements des minerais de type cassitérite. Cela étant, le gouvernement de Gitega a récemment suspendu toutes les activités d'exploitation des minerais, mais certaines informations disent plutôt que l'exploitation clandestine des minerais se poursuit et que certaines autorités sont impliquées. Marie-Ange Irakoze. Ces 2 hommes ont été arrêtés par la police quand ils étaient dans un bus de transport en commun au chef-lieu de la province de Kayanza. Ce véhicule se dirigeait vers Bujumbura, la capitale économique du Burundi. La police qui a arrêté le véhicule semblerait être informée du coup. Les 2 hommes ont été surpris avec des minerais de type cassitérite qu'ils avaient essayé de cacher à l'intérieur de leurs vêtements. Ils ont été conduits au commissariat de la police de Kayanza, selon notre source qui était sur place. Ces 2 hommes arrêtés ont avoué qu'ils transportaient ces minerais de Kirundo vers Bujumbura. Signalons que depuis le 14 juillet cette année, le gouvernement de Gitega, via son ministère ayant en charge la gestion des minerais, a suspendu toutes les activités d'exploitation des minerais sur tout le territoire national. Le gouvernement dit ne pas tirer entièrement profit de cette exploitation des minerais. Toutefois, la RTA détient des informations faisant état de la poursuite de l'exploitation clandestine de ces minerais qui impliquerait même les hautes autorités du pays. Toujours dans la page société, les habitants de la commune Kayokwe en province Ngaro ne décolèrent pas après que leurs administratifs leur ont obligé de démolir encore une fois leur maison, ce qui les nuit financièrement. En effet, ces autorités ont ordonné à ces habitants de reculer encore de 2 mètres en plus des 6 mètres exigés. Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants dont il est question sont ceux dont leurs maisons sont construites le long de la route nationale numéro 18, reliée à la localité de Nyakararo à celle de Nyakibari, un tronçon qui vient par ailleurs d'être réhabilité. Selon les informations que nous détenons des habitants du secteur, ils ont procédé à la démolition de leurs maisons conformément à la loi relative, d'où ils se disent étonnés de voir leurs autorités communales les obliger à reculer encore une fois, mais cette fois-ci de 2 mètres. Un de ces habitants témoigne. Hier vers 15h, l'ingénieur communal s'est pointé avec 2 agents de police et il a mesuré la distance à respecter jusqu'à 8 mètres. Nous leur avons alors demandé pourquoi ils mesuraient 8 mètres au lieu de 6 mètres réglementaires, approuvé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Ils nous ont répondu que nous devons nous plier à cette nouvelle exigence, faute de quoi nous payerons une amende. Cette deuxième destruction vient enfoncer ses habitants, vu qu'ils avaient déjà reconstruit les maisons démolies. Pour le moment, ils se demandent qui de ces 2 autorités obéir.
Nous avons été étonnés de voir une autre personne qui vient nous dire qu'il faut détruire jusqu'à 8 mètres, alors que le ministre, lui, dit qu'il faut observer les 6 mètres des deux côtés de la route. Cela nous oblige à recommencer. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a un autre groupe qui dit qu'on devra s'attendre à ce qu'on nous demande de reculer de nouveau. Et si cet autre groupe nous oblige de respecter 9 mètres ou 10 mètres, jusqu'à quand nous allons démolir et reconstruire nos maisons? Ces habitants exigent de la lumière pour ne pas continuer à dépenser inutilement leur argent. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Honoré Atongimana, administrateur de Kayokwe, ni le CPC, Gervin de Akobucha, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, pour qu'ils s'expriment là-dessus. Toujours à propos de ces destructions des constructions anarchiques, Muyinga fait partie des provinces dans lesquelles les bâtiments du CNDD-FDD échappent à ces démolitions. Les habitants de cette province indiquent que certains militants du parti au pouvoir semblent également ne pas être concernés par la mesure étatique. Éloge divin Remesha. Alors que les constructions anarchiques appartenant à la population en province de Muyinga sont progressivement démolies, il y a d'autres constructions qui sont épargnées. Les habitants de cette province citent l'exemple des monuments du parti au pouvoir érigés à quelques mètres des voiries au chef-lieu de la province de Muyinga. Cet habitant dit que certains sont d'ailleurs construits à moins d'1 mètre de la route. Les monuments du parti CNDD-FDD ne sont pas démolis alors qu'ils sont à moins de 2 mètres de la voirie. Par exemple, il y a un monument situé sur la colline Muyinga, tout près d'un centre appartenant à l'église catholique appelé Saint-Isidore Bakanja. Il est situé à moins d'1,5 mètre. Un autre monument, construit anarchiquement sur la colline Chumbo, est situé aussi à presque 1,5 mètre. Aussi, la prison centrale de Muyinga devrait aussi être concernée par cette mesure. À ces monuments non encore démolis s'ajoutent des infrastructures appartenant aux membres du parti CNDD-FDD qui n'ont pas respecté les normes. Il y a une station-service qui appartient à un homme d'affaires et membre du CNDD-FDD prénommé Apollinaire, qui a été marqué d'une croix mais qui n'est toujours pas démoli. Même sur d'autres collines environnantes de la ville, il y a des monuments non encore démolis. Cela crée des doutes pour nous qui se demandent le pourquoi de ce choix dans la démolition des constructions anarchiques. La population continue de demander d'appliquer cette mesure à tout le monde sans exception. La période de démolition des constructions anarchiques va s'achever à la fin de ce mois de juillet. Clôturons ce journal par cette information qui parle des représentants du comité des parents au lycée communal Wuhaïra de la commune Mugui en province Cibitoke qui sont pointés du doigt par d'autres parents pour complicité dans le détournement des biens de cette école. Ces parents révèlent qu'ils sont souvent menacés quand ils soulèvent la question de la gestion opaque des biens du dit établissement. Le point avec Elvis Nyomungere. Le comité des parents, présidé par le nommé Michel Mbazumutima, est celui qui est accusé par les parents des élèves du lycée communal de Buhaïra d'être dommage avec François Haonimana, directeur de ce lycée, dans le détournement des biens de cet établissement scolaire. Un des parents s'appuie sur le fait que les membres de ce comité menacent souvent tous ceux qui osent donner les points de vue lors des réunions organisées sur ce lycée. À bien y réfléchir, il est clair que les membres du comité des parents, dirigés par Michel Mbazumutima, sont derrière tout ça. Souvent, lors des réunions qu'il organise, il s'adresse à nous avec un ton dur et menaçant à chaque fois qu'on prend la parole pour exiger de la lumière sur la question des biens de l'école. Certains préfèrent alors se taire. À la fin de ces réunions, les membres du comité s'entretiennent à huis clos avec le directeur pour que personne ne puisse entendre leur conversation. Un autre fait qui prouve que les membres de ce comité des parents ont une part de responsabilité dans la mauvaise gestion, c'est que le dit comité refuse d'organiser des élections et vient de passer plus de 5 ans sans être remplacé.
Les membres du comité des parents ont eux aussi une grande responsabilité dans le détournement de ces biens de l'école, car nous les parents avons souvent demandé que ce comité soit changé, mais ils ont refusé d'organiser les élections. Ils sont là depuis 2015, ce qui fait qu'ils n'ont pas été remplacés depuis 6 ans. Nous avons même demandé au directeur du lycée de nous dire le délai limite qu'un comité des parents ne doit pas dépasser, mais il a refusé de nous le dire. Nous avons constaté que c'est pour qu'ils puissent continuer à commettre ces malversations sans que personne ne s'en aperçoive. Au moment où ces parents de l'EPDC communal Uhaïra ne cessent de dénoncer le détournement des biens de ce lycée ainsi que ceux de l'école fondamentale Uhaïra par les directeurs respectifs, ces derniers n'ont jamais été inquiétés sous prétexte qu'ils sont affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Néanmoins, ces parents demandent au ministre de l'Éducation de faire tout son possible pour résoudre les problèmes qui se remarquent ici, c'est des écoles. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.